There is no planet B. Bienvenue dans les cuisines de la maison, de l'alimentation, du champ à l'assiette. Nous allons explorer toutes les solutions durables et nous allons même partager une recette. Supermarché ou ferme urbaine, comment faire son marché durable? Quelle est la place des femmes paysannes à Genève et dans les pays du Sud? Comment éviter les pénuries alimentaires? Et quel est le réel impact des potagers partagés? Go, solutions durables, on passe à table. L'été, c'est la saison des fruits et légumes. Des couleurs, des saveurs, des vitamines, mais nos achats sont-ils vraiment durables? Pour le savoir, Lucie expérimente le marché durable dans la grande distribution et dans une ferme genevoise. Le tout sous l'œil d'une experte de l'alimentation durable qui va évaluer le résultat. On voit là les tomates Déméter, 300 grammes 5,95. Les tomates dattes genevoises, le même prix pour 300 grammes. Et les tomates cerises, 300 grammes, 2,50 francs. Comment est-ce qu'on explique cette différence de prix? Principalement par le coût de la main-d'œuvre. L'agriculture genevoise a un coût horaire les plus élevés de Suisse et certainement les plus élevés du monde. Et aujourd'hui, si on veut consommer local, il faut accepter de payer quelques francs plus cher pour pouvoir accéder aussi à des prix qui correspondent aux tarifs de production locaux. Si on voulait vraiment connaître le vrai prix, le vrai coût pour le revendeur et les marges, il faudrait qu'il y ait une transparence totale au niveau de l'application des prix. Vous avez donc les cœurs de bœuf, elles sont GRTA, voilà. Les courgettes aussi, mais pas les tomates cerises, celles-ci? Oui, alors celles-là, elles sont suisses, elles sont vaudoises, typiques. Il y en aura bientôt des genevoises, puis bientôt celles du jardin. Voilà, on essaie d'avoir des tomates maintenant, tout le monde en cherche. C'est un peu le début de la saison. C'est encore un peu tôt pour notre jardin. On s'adresse à d'autres confrères et puis on essaie de compléter notre gamme avec. Alors dans ce cas, ce qu'on a, c'est un revendeur qui va chercher un lot de tomates cerises dans un autre canton avec une distance plutôt négligeable. C'est sûr que ce sera plus durable que si chaque particulier allait avec sa propre voiture chercher des tomates cerises dans le canton de Vaud parce qu'il en a vraiment envie. Donc par rapport à la distance Vaud-Genève, on peut dire que c'est plutôt négligeable. Alors ensuite, pour le dessert, si on a envie de manger des fruits rouges, je me disais, voilà, là je vois il y a des framboises, elles sont bio, mais elles viennent d'Espagne. Vous n'en avez pas des locales actuellement? Non, il y a très peu de production de framboises locales. Donc si vous voulez une framboise bon marché, il faut effectivement accepter d'acheter une framboise espagnole. Est-ce que de la part d'un revendeur, c'est pas un peu laisser croire aux consommateurs que c'est déjà la saison des framboises? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut saluer le geste du revendeur au moins de proposer des framboises bio qui sont produites de manière du coup plus durable par rapport à la fertilité des sols. Les framboises sont plus durables. Regardez, parce que ça c'est assez impressionnant. On ne trouve pas des salades comme ça parce que c'est hors gabarit standard, on va dire. Le supermarché n'oserait pas vendre des salades aussi grosses. Nous, voilà, c'est celles du jardin, elles sont jolies, tant mieux pour les clients qu'elles soient très grosses. Donc là, on est vraiment dans une démarche de durabilité, c'est-à-dire qu'on sort des standards de calibrage qui sont proposés par les grandes surfaces, par les grands revendeurs, et on montre aux consommateurs quelle est la réalité des produits bruts. Donc on peut saluer cela et bien sûr, il y aura moins de gaspillage alimentaire parce qu'on ne va pas du coup jeter tous les produits qui sont hors calibrage. Là, il y a le label Migrobio, il y a de la région, il devrait y avoir le label GRTA, mais il n'y est pas. Il y a aussi les labels Déméter, il y a des fois les labels aussi Bourgeon Suisse. Comment on s'y retrouve avec tous ces labels? Ça fait beaucoup à force, non? Alors aujourd'hui, le label, c'est une garantie pour les clients, puisque finalement, si vous avez un label, vous savez qu'il y a une traçabilité, il y a un cahier des charges, et puis en fonction de vos attentes, vous allez pouvoir trouver des produits qui sont raisonnés ou des produits qui sont bio ou Déméter. Et ça, c'est une demande de confiance parce que quelque part, un label apporte la confiance des clients. On peut se poser la question s'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer dans la vulgarisation de la complexité de ces labels. Là, vous avez des champignons de Paris, ils sont suisses, mais ils ne sont pas bio. Alors, c'est un champignon valaisan. Tout ce qu'on essaye de promulguer, c'est vraiment le local et le bio. Donc, si on arrive à avoir des choses qui sont proches, évidemment. Pour pouvoir faire pousser ces champignons de
Paris de manière, en production, donc de manière artificielle si on veut, on utilise la tourbe. La tourbe, c'est un capteur de CO2. Ça va stocker le CO2 dans les sols et quand on la sort, le CO2 est libéré dans l'atmosphère. En tout cas, il faudrait limiter sa consommation de champignons. On ne devrait pas en consommer autant qu'actuellement. Sarah Desmaillot, on est ici à Matère avec ce bel atelier de cuisine. On ira y faire un tour tout à l'heure d'ailleurs. Puisqu'on vient de voir ces séquences de marché dans la grande distribution, à la ferme de Budet qui est juste à l'étage en dessous, en termes d'alimentation durable, qu'est-ce qui est valable finalement ? La question n'est pas tellement la grande distribution versus la petite distribution, c'est vraiment de raccourcir les circuits pour permettre vraiment un prix juste pour les producteurs et les consommateurs. Donc permettre vraiment une plus-value du travail qui a été fait pour les fermiers et les paysans. Et aussi une accessibilité à la nourriture de qualité pour les consommateurs. Alors nourriture, je vois qu'on est en train de couper des carottes derrière vous. L'équipe prépare une recette durable et de saison autour de Manuel Emagnin. De quelle recette s'agit-il ? Donc j'ai cru comprendre que c'était un risotto avec des feignes de carottes et puis d'autres très bonnes choses locales. On pourra le goûter ensemble tout à l'heure. Exactement. Bon, merci beaucoup et bon courage à toute l'équipe alors. Matère, en dehors de ces ateliers de cuisine que vous faites régulièrement ici, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Matère, c'est la maison de l'alimentation du territoire genevois et c'est une association qui n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est vraiment public-privé et elle souhaite apporter une perspective vraiment transversale pour connecter justement les différents acteurs du système alimentaire et permettre un développement plus cohérent de cette transition alimentaire. Et pour ça, on a 4 piliers d'action. Le premier, c'est vraiment l'information et la sensibilisation. Après, on a vraiment la formation et ça part vraiment de nos ateliers scolaires qui étaient développés avec le DIP. Tout public. Tout public, des ateliers famille, ateliers aussi pour tous les professionnels, les entreprises aussi. Après, vraiment favoriser des projets innovants qui permettent la régénération sociale, économique et environnementale de notre agriculture. Et finalement, il y a aussi tout un projet de renforcer les liens entre ces acteurs-là. Et pour ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, sur une stratégie alimentaire qu'il faudra développer. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est cette vision globale que vous avez. À chaque fois, vous le répétez, tout est interconnecté dans l'alimentation, beaucoup, parce qu'on part du champ, on arrive à l'assiette. Oui, et de l'assiette, une partie qui peut aller à la poubelle ou qui peut être revalorisée aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous cassez certains clichés. Par exemple, quand je vois des emballages, vous savez, des concombres emballés dans du plastique, vous dites, plastique, évidemment, si on peut s'en passer, c'est génial, mais ça n'a pas que des désavantages non plus. Donc, en termes de bilan environnemental, le plastique, l'emballage, c'est 7%, alors que le produit, les méthodes de production, c'est 80%. Donc là encore, ce qui est le plus important, c'est le produit en tant que tel et comment il a été développé. Et donc ça, il faut que ça soit vraiment respectueux quand même de la biodiversité, de l'impact éthique, social. Donc, le plastique, c'est un sujet important. Idéalement, les concombres bio ou les concombres... On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre du plastique. Voilà, il faudrait enlever quand même le plastique au maximum. Mais pour une personne seule qui va consommer son petit concombre jour après jour, si le concombre a été emballé dans du plastique, en boutique, il va se conserver davantage, c'est ça, il y aura moins de gâchis alimentaires. C'est dans la loi qu'il faut différencier les produits qui sont standards et qui sont déjà vraiment très bien. La Suisse, vraiment, est vraiment on peut être fier de nos producteurs, de nos agriculteurs. Et à Genève, on est encore plus ambitieux que sur le reste de la Suisse. Donc on a des politiques qui sont vraiment très progressistes et très proactives en termes de qualité environnementale et de santé. Je peux vous donner un exemple. On a 20% de nos terres qui sont non labourées pour justement protéger la biodiversité des sols. Et puis, par rapport à tout ce qui est grande culture aussi, c'est 95% en fait des cultures de blé qui sont une méthode extenso, donc vraiment un minimum d'utilisation de produits phytosanitaires comparé à 50% en fait à la moyenne suisse. Donc vraiment, Genève fait vraiment de très belles choses à ce niveau-là et de manière ambitieuse et avant-gardiste presque. Sarah, vous nous retrouvez tout à l'heure, on ira goûter le risotto ensemble. Hein ? Oui, tout à fait. Alors à tout à l'heure. Depuis le début des années 2000, le nombre d'exploitations agricoles a fondu de 30% en Suisse et de 20% dans le canton de Genève.
les femmes agricultrices à plein temps ne représentent que 8% des emplois. Un taux faible qui peut s'expliquer par une vision encore très conservatrice de ce secteur. 3 garçons et une fille, et ma fille a 14 ans puisque ses frères avaient reçu comme cadeau d'anniversaire un permis de tracteur pour conduire les tracteurs 40 km/h. On lui a dit, c'est ton cadeau d'anniversaire. Et elle nous a dit, mais moi je ne veux pas être paysanne, je veux être citadine. Et puis aujourd'hui elle travaille avec nous. Elle est plus compétente pour tout ce qui est gestion, mais elle s'occupe des ventes directes aussi. Elle a fait une école qui permet de faire ça, mais voilà, finalement, c'est en créant de l'espace. On doit créer de l'espace. De l'espace, il a fallu en créer pour que des femmes puissent devenir agricultrices. À plus de 9000 km de Genève, Helvetas mène depuis quelques années un projet de coopération au Guatemala avec des coopératives organisées. Ces paysannes invisibles sont désormais chefs de micro-entreprises dans l'agriculture et l'élevage local. Avant, je ne me consacrais pas à mon propre travail, mais à celui de femme au foyer. Mais grâce à ma mère, elle m'a beaucoup soutenue pour participer à ce groupe. J'ai commencé à travailler dans l'élevage de volailles. Les gens disent aux femmes que travailler est une perte de temps, qu'il vaut mieux se consacrer au foyer. Mais dans ce cas, mon mari m'a beaucoup soutenue. Retour à Genève avec une experte de la question des inégalités hommes-femmes dans l'agriculture. En Afrique, certains pays comme le Rwanda ou le Sénégal bénéficient d'avancées majeures pour la promotion des femmes en matière législative, mais cela ne suffit pas. La loi est un énorme pas déjà, mais on sait que la mise en œuvre demande énormément d'initiatives, que ce soit par les gouvernements, que ce soit aussi par les citoyens eux-mêmes, qui consiste à déjà la saisir, la comprendre et la mettre en place. Et ça, c'est aussi autant d'éléments ou d'outils sur lesquels les uns et les autres doivent se mettre ensemble pour faire avancer les choses. On ne peut pas, la loi émane aussi d'une volonté de pouvoir transformer les choses, mais si on n'a pas les outils, on n'a pas la logique pour faire transformer les choses, généralement la loi reste silencieuse. Et toujours dans les cuisines de Mater, alors qu'on prépare ce risotto aux herbes, Giancarlo Siri nous a rejoint. Vous êtes directeur adjoint du Programme alimentaire mondial. Vous travaillez à Genève. Oui. Le programme alimentaire qui a beaucoup œuvré ces dernières décennies pour limiter les problèmes liés à la faim dans le monde. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y a eu d'énormes avancées ces dernières décennies et que cette question-là, aujourd'hui, elle ressurgit. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est une catastrophe. Je ne sais pas quel est le qualificatif, si c'est historique, sans précédent, cauchemardesque, dantesque. Non, la situation alimentaire au niveau mondial n'a jamais été aussi mauvaise. Il faut retourner à l'après-deuxième guerre mondiale pour avoir des chiffres. À ce point-là? Oui, c'est une situation dramatique et je crois que ça commence à venir, mais je pense que l'opinion publique et même la communauté internationale ne le réalisent pas pleinement. On en parle comme ça, que ce soit dans les sommets, les réunions à l'OMC ou autres ces dernières semaines, mais là, c'est vraiment un problème pour vous qui vous inquiète. Ah oui, mais on parle de famine. Hein. On ne parle pas de gens qui mangeraient peut-être pas vraiment ce qu'ils souhaiteraient, etc. C'est rien du tout. On parle de personnes qui sont en danger dans leur santé. Et donc on a des situations qui sont dramatiques. On a plusieurs pays où on a déjà des poches de famine. Dernièrement, l'Afghanistan et la Somalie se sont ajoutés à la liste. On a le Soudan du Sud, on a l'Éthiopie, on a le Nord Nigeria. Donc vraiment, c'est le Yémen, évidemment. Non, on est dans une situation extrêmement critique. Les besoins n'ont jamais été aussi élevés. Et les ressources, en fait, ne suivent pas du tout pour répondre à cette situation, qui est une situation d'urgence. Hein. Alors, les différentes origines, crise climatique, on en a parlé depuis plusieurs années, bien entendu. Là, la guerre en Ukraine, avec ses denrées alimentaires, certains pays, d'ailleurs, veulent même les conserver que pour eux. Je pense à l'Inde et au blé. Là, on en est où dans toute cette superposition de crises? Comment est-ce que vous voyez les choses pour qu'on évite ce drame dont vous nous parlez? Oui, je crois que c'est important de comprendre qu'il y a justement une superposition et qu'il y a des causes structurelles qui jouent en notre défaveur et en défaveur donc des populations les plus affectées. On parle de les 4 C, hein, vous en avez mentionné, il y a les conflits en premier lieu.
Il y a la crise climatique, il y a le Covid et maintenant les coûts, l'inflation. Donc ces 4 causes profondes, en fait, elles ne se multiplient pas, elles se factorisent pour créer une situation qui est encore une fois catastrophique. Donc si je comprends bien, vous appelez une grande mobilisation de toute la communauté internationale pour qu'on évite ces famines qui pourraient surgir ailleurs, mais dont on aura tous les conséquences. Oui, alors les conséquences dans l'actualité, on les a vues. Hein, la discussion qu'il y a sur les réfugiés en Angleterre, je veux dire, c'est des gens qui aussi fuient les conflits, fuient l'insécurité alimentaire. C'est multifactoriel, mais ça en fait partie. Et se retrouvent en Europe. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est déployer une réponse humanitaire qui soit à l'échelle, qui soit à la mesure de ses besoins. Et à cet égard, nous, d'après nos estimations, il va nous manquer 10 milliards de dollars à la fin de l'année pour répondre de façon satisfaisante. C'est ça la solution majeure pour éviter cette situation catastrophique? Oui, à court terme, c'est ce qu'il faut faire, oui. C'est de mobiliser des ressources, pas seulement auprès des États, mais auprès du secteur privé, auprès des ménages, pour mettre ensemble ce dont on a besoin cette année, mais ce dont on aura besoin l'année prochaine aussi, c'est clair. Il flotte dans l'air comme une petite envie de cultiver ses légumes. Bienvenue au potager de Prangin. Donc c'est un jardin potager participatif créé sur un terrain communal sur lesquels les habitants du village peuvent cultiver des parcelles potagères. Les parcelles donc, sont irriguées par des gouttes à gouttes pour éviter les pertes en eau. Et puis, sur ces parcelles potagères, on trouve divers plantons, des légumes, etc. L'objectif, cultiver une grande diversité de légumes en faible quantité. Par ici, vous avez des petits pois, des haricots. Cela permet de consommer et de cuisiner sans gâcher. Les jardiniers ont accès à une parcelle de 30 mètres carrés. Les plantons et les semences sont fournis par l'association. Et puis donc, lui, son travail, son plaisir, en fait, ce sera de planter, d'entretenir la parcelle, enlever les mauvaises herbes, et puis de récolter, cuisiner, manger. Dans le centre de Genève, les plus jeunes vont aussi s'initier au potager. Depuis 2017, on œuvre avec l'école de Ceget, le DIP, le service des bâtiments et des patrimoines de la ville de Genève pour qu'il y ait une végétalisation ici. Donc ça a été une végétalisation en 2 temps, avec une végétalisation prairie sauvage, avec des mesures écologiques sur la toiture du préau. On a créé un magnifique potager qui fait ici tout le long. Alors on a des fraisiers, on a des tournesols qui poussent, on a vraiment une variété, je crois qu'il y a des fraises encore qui poussent. Voilà, on voit qu'elles commencent à rougir. Vous êtes quoi en P2P, quand vous serez en 4P, 5P, eh ben, le toit, il aura plein de végétation, il sera tout vert. Tout vert, ça va vraiment grandir. Il faut du temps. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. C'était vraiment un projet, c'était vraiment un préau de béton. Maintenant que ça soit végétalisé et que dans 1 ou 2 ans, ça sera recouvert de végétation, les enfants pourront profiter de la fraîcheur, même lors des récréations, et ça, c'est vraiment bénéfique pour eux. Petit rouge là qu'on a goûté avec la semaine passée avec la... Mais une question demeure, ces potagers partagés peuvent-ils vraiment changer notre relation avec l'alimentation? Pour moi, c'est d'abord une démarche complémentaire, c'est une exploration. Mais moi, je plaiderais pour qu'on fasse de la prospective en mesurant ce que ça pourrait produire et quelles en seraient les conditions. L'engouement actuel ou l'intérêt actuel doit nous inciter à cela. Ça commence à sentir bon en cuisine, hein, le risotto. Nicolas Godino, merci de nous rejoindre. Vous êtes conservateur des sciences de la nature à l'Alimentarium à Vevey, magnifique endroit, et co-auteur de ce livre « Manger intelligent ». Alors vous avez une solution fabuleuse de concilier le goût et la santé, avec tout un tas de solutions que vous évoquez dans ce livre. C'est un peu ça, c'est un livre où on cherchait d'expliquer un petit peu, sans injonction, que les gens comprennent comment ça fonctionne, pourquoi on mange, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine ou équilibrée. Donc expliquer un peu tout ça pour réenjoliver le fait de manger. Alors c'est expliqué très simplement, vraiment c'est
très intéressant. Moi, j'ai bien aimé un des chapitres de votre livre où c'est vrai qu'on se prend la tête quand on fait des fois son marché, les labels, les étiquettes, mais il y en a de tous les côtés. Et vous avez vraiment un chapitre dédié à ça. À quoi faut-il faire attention lorsqu'on fait son shopping ? À quoi faire attention ? Il faut effectivement regarder qu'est-ce qu'on a, à quoi on s'attend, est-ce qu'on a ce qu'on veut pour le prix qu'on veut y mettre. Lire ces étiquettes, ça peut être compliqué. Il y a le Nutri-Score que vous connaissez peut-être, qui est une manière de décrypter un petit peu ces chiffres sur les glucides, de donner une aide au choix pour le consommateur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. Je sais qu'il y a des débats autour de ça, mais en tout cas, c'est validé par la science et c'est un picto qui peut être utile. Il y a d'autres pictos ou d'autres choses qui sont plus de l'ordre du cosmétique ou pour attirer l'œil. Dans les produits transformés, il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre, encore trop aujourd'hui. Ça va dépendre des produits transformés. Il y a des produits avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre, donc il faut éviter. C'est fait partie des marqueurs auxquels il faut faire attention lorsqu'on achète. On n'a pas forcément l'impression qu'on va manger du sucre en prenant du ketchup. Pourtant, il y en a. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut regarder sur les étiquettes ou regarder le sucre dans les produits salés, puis parfois le contraire aussi. Et puis parfois le contraire. Mais après, le degré de transformation est souvent un indicateur, mais ce n'est pas forcément un indicateur clé. Il y a des produits qui sont peu transformés, qui ont beaucoup de sel. Une des parts majoritaires de notre consommation de sel vient du pain. En Suisse, en France, qui est du pain qui est salé, qui contient beaucoup de sel. Vous voulez réduire votre sel, mangez un peu moins de pain. Mais voilà, déjà le boulot sera fait. Quoi. Mais bon. Ce qui est important, c'est aussi de se faire plaisir. Alors pas forcément en mangeant quantitativement, mais de la recherche du goût. Ouais. En fait, la recherche du goût, quand on se fait plaisir à manger, quand on essaie de trouver de la variété, on a tendance à manger un petit peu moins, à manger un petit peu mieux, à se faire plus plaisir. Donc on optimise un petit peu les sensations, le plaisir qu'on va avoir sans avoir à se remplir, entre guillemets. Donc, de l'importance. Il y a un bénéfice pour la santé, finalement. Parce que souvent, on va manger plus varié. Donc, ça, c'est bon. Pour la santé, c'est bien de manger varié. C'est pour ça qu'on dit varié, équilibré. Donc, il y a un vrai avantage nutritionnel à varier son alimentation. Et quand on cherche à se faire plaisir, généralement, on va chercher à manger des goûts et des saveurs qui sont variés. On est omnivore un peu par nature. On est à la recherche de différences gustatives. Et la plupart d'entre nous seraient un peu déçus de devoir manger la même purée tous les jours à chaque repas, même si nutritionnellement elle était parfaite, on serait tous un peu déçus. On a tous cette recherche un petit peu de la variété. Et quand on fait attention à ses goûts, aux saveurs, à l'art d'apprêter un peu ses plats, quand on y porte un peu son attention, ça permet de voir la beauté ou le plaisir qu'on peut avoir à manger. Donc cette approche-là, elle nous apporte un bénéfice en termes de santé aussi. Exactement, c'est de l'éveil au goût. Apprendre à se faire plaisir en mangeant, c'est apprendre à bien manger. Alors on va déguster dans un instant. Ah ouais, super. Comment aller vers un régime alimentaire qui limite ses impacts sur l'environnement, qui assure de bonnes conditions de travail aux producteurs et productrices et qui nous assure une bonne santé? Au niveau individuel, nous pouvons consommer moins de viande, de produits de luxe comme le café, le chocolat ou l'alcool. Ne pas acheter de produits transportés en avion, d'espèces menacées ou de produits qui engendrent la destruction d'habitats naturels comme la forêt, par exemple le soja ou l'huile de palme. Nous pouvons aussi limiter la consommation de produits transformés qui nécessitent beaucoup de ressources pour les fabriquer et enfin veiller à limiter le gaspillage alimentaire. A l'inverse, nous pouvons favoriser la consommation de produits de saison locaux biologiques, des produits équitables qui permettent de rémunérer de façon juste les producteurs ou les productrices. Pour les repérer, aidez-vous des nombreux labels qui existent ou d'applications. À un niveau plus collectif, essayez de vous engager à votre échelle pour faire évoluer le système alimentaire. Par exemple en demandant une offre de menus durables dans vos cafétérias et dans celles de vos enfants. En soutenant l'agriculture locale, par exemple à travers les marchés ou les systèmes de paniers, ou en vous mobilisant pour faire évoluer les cadres réglementaires ou les lois autour de l'alimentation ou de l'agriculture. Il est donc nécessaire aujourd'hui de réinvestir dans notre alimentation durable afin de préserver notre santé et celle de l'environnement. Et ben voilà, c'est l'heure de la dégustation. On va pouvoir quand même, pour une fois dans cette émission, on va pouvoir goûter quelque chose d'agréable. Recette faite avec des restes, ça c'est de l'alimentation durable. Tous les produits sont genevois à part le riz qui vient de pas très loin d'ailleurs. Le pesto, ce sont des fans de carottes et ça c'est pas du miel. Il reste un peu de bouillon. On le garde pour une autre recette. Et puis un bon plan également à découvrir cet été, c'est cette nouvelle fontaine sur le pont de la Machine qui distribue de l'eau de Genève, plate, pétillante. Vous aussi, vous pouvez l'essayer cet été. À bientôt sur les Monts Bleus.